Murder and Wine. Des meurtres et du vin. Hello. Yo, yo, yo. Yo, 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 what's up? Welcome to Murder and Wine. What's up, bravas? Charlotte, elle veut vous la passer et moi, je veux garder. Je savais absolument. Non, c'est quoi la blague? Je ne sais pas, c'est... Tu nous as démarré fort. What's up with you? Bienvenue à notre épisode 12 Des meurtres et du vin. des meurtres et du Et vin. je suis désolée de cette intro, je savais j'adore. absolument Je pas l'adore. comment. J'ai tellement honte. Non, c'est bien quand on commence tout de suite comme ça, Yann. We're En fait, in it. voilà, ça m'a perturbée. I feel it. I'm living it. J'ai paniqué. Ouais, bon, écoute, c'est ce qui arrive quand tu as autant d'expérience que nous. Ah ouais, quand des professionnels du podcast se mettent à travailler, Ouais. tu veux dire? Ouais, c'est Bam, incroyable. badaboum, Ouais, one's up. On revient aux années 90 parce que nos histoires datent de cette époque. Pas beaucoup. Voilà, les années 90 seront toujours il y a 10 ans pour moi, donc ça, je suis dans le déni pour toujours. Ouais. À l'infini. Voilà, on pourra faire un épisode sur la naissance du hip-hop aux États-Unis. J'adore. Il y a un super documentaire. Alors, à noter. Hip-hop Evolution. Yeah, so good. Génial. Donc, moi et Charlotte, on est toutes les deux à fond de documentaires. Alors, on aime tous les sujets. Charlotte est plus forcément dans les meurtres, on a discuté, Ouais. mais ce qu'on aime toutes les deux aussi, c'est tout ce qui est sport. Ouais. On a l'impression de trop en parler. Alors qu'on fait pas du tout de sport. Non, vraiment pas. Enfin, moi, j'ai un tapis de course qui prend de la poussière et parfois, je mets des Et chaussures. moi, j'ai un tapis sous mon canapé. Ben, c'est bien. Voilà. Oui, mais c'est pas vrai. On a été sportifs. On a été sportive. Voilà. Il fut un temps. Il fut un temps. Il était une fois, in the times of yore, Il n'y avait pas de forêt, mais il y a eu des plages. il y avait des Il y a plages. eu des derbies. On était un peu plus des bonasses. stades. On était plus jeunes. Plus jeune. Moi, je te trouve toujours bonasse. Ah, moi, toi aussi, t'es Tu bronzée veux- d'ailleurs. Oui, toi, tu bronzes pas, donc t'es Non, jeune. moi, je reste toujours blanche telle Dracula. Non, mais moi, quand je vais voir mon esthéticienne et que je fais des trucs, elle me dit, mais non, mais je peux pas le faire, vous avez bronzé. J'ai dit, mais non, madame, et je dois littéralement baisser mon froc pour les montrer mes fesses Pas de qui sont les stress. mêmes couleurs que mes jambes. Je ne vous peux crois dire, pas. non, c'est juste ma couleur. Personne n'est bronzé ici, c'est pas Non, possible, non. madame, arrêtez. Je ne pensais pas parler de ça, mais tu vois pourquoi. Parfois, On laisse la conversation nous prendre. On est dans son flow. Oh, c'est là. Cet épisode est super parce que j'ai rien à faire. Et And those are my favorites. elle rime, en plus tu rimes, c'est beau. Really? Did I? T'as fait cet épisode... Ah, j'ai déjà oublié ce que Oh, alors, cet épisode sera peut-être un peu plus arrosé que les autres, Oui, ouais. mais non, c'est même pas vrai parce qu'on n'a même pas ouvert la bouteille. Non. Et important d'en parler de celle-là. Et pourquoi? Alors, quelqu'un nous avait contacté sur Instagram pour nous conseiller... parce que Merci c'est- beaucoup d'ailleurs, Ouais. ça nous a fait très plaisir. Ah ouais, merci. Donc, pour nous conseiller, enfin, du coup, j'ai demandé, parce que cette personne travaille dans un domaine viticole, donc forcément, qui de mieux pour nous conseiller des bouteilles de vin. C'est Et vous nous avez parlé du Kéran blanc, et pas on a du beaucoup Karen débattu blanc, sur comme la dirait Carole. prononciation, parce que- Comme dirait... Carole, maintenant je m'appelle Carole. Punaise, sérieux, elle a presque pas bu, hein. Je sais pas ce qui se passe là. Alors, oui, en effet, moi j'avais dit au début Karen blanc, et, alors, Voilà, et ça nous a Kéran. fait rire, mais c'est pas Karen, c'est Kéran. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire, et chère auditrice, merci à vous, mais mon caviste n'en avait pas. Mais il a quelque chose qui s'appelle l'Irak, la Fermade, et là c'est domaine Mabi, donc là l'Irak, ou le l'Irak, j'en sais rien. C'est à côté de Keren, Kéran. Kéran. Voilà, Kéran blanc. Et donc, c'est domaine Mabi, la fermade blanc du Lirac. Le Lirac. C'est un grenage blanc, clairette et pique-poule, qui est quand même assez, pour moi, différent en termes d'assemblage. Et apparemment, on va avoir de magnifiques arômes de fruits, d'agrumes et de fleurs blanches, avec un bel équilibre en bouche, et on va vous le confirmer incessamment. Une seconde, en live, Voilà. dans vos oreilles, le Lirac, la Fermade. C'est D'accord, ça. le Lirac de la Fermade. Je noterai. Domaine Mabi, M-A-B. Mais quoi, on m'a pas compris ou quoi? Parce que chaque fois, j'entendais domaine Mabite. Alors, non. Mais Je sais ça, pas, ça peut être... C'est pas terrible comme... Pétine. Il est où ton verre? Il est là. Alors, je sais pas s'il faudra la servir vu comment l'épisode commence et qu'elle est toute seule à raconter une histoire. Ça va être cool. On va le faire quand même.
Et j'espère que que mon histoire va avoir du sens. Premier bouchée, honneur à toi. Ah ben, c'est moi qui va en avoir le plus besoin, je pense. Oui. Ou toi. On verra. C'est la surprise. Alors? Oh yeah. Okay, it's not a porno. Oh yeah. Oh yeah. Charlotte, je sens que cet épisode, it's gonna be something. Oh yeah. Good or bad. Voilà, c'est exactement ça, mais ça va être something. Alors en plus aujourd'hui, je vais te parler de la femme la plus détestée d'Amérique. Est-ce que tu sais qui c'est? Je suis sûre que tu sais qui c'est. Je dois savoir qui c'est, mais là j'ai envie de dire que c'était quand la travailleuse du sexe qui a tué plusieurs hommes et dont Charlize Theron l'a fait au cinéma. Sinon, c'est peut-être Hillary Clinton, mais elle a tué une personne. Mais on l'aime pas, hein. La pauvre. Non, vous Enfin, moi, j'ai rien contre elle, mais les Américains, voilà. Vraiment pas. Non. Monica Lewinsky, à une époque. Non, les gens l'aiment bien. Même à l'époque, je pense qu'elle a été critiquée, elle a été virée, mais au final, c'était Bill Clinton qui a été le plus critiqué. On l'aimait bien. Bill était fan, il jouait du saxophone. À l'époque, il passait crème. Il jouait du saxophone. Yeah, he was saxophone. And saxophone. Oh yeah. Donc, pourquoi je fais à chaque fois? I don't know. It's a great episode already. N'oubliez pas de follower, et abonnez-vous pour continuer à entendre cette parce que vraiment, on voit que c'est de la qualité. Donc non, je vais parler de Madeleine Murray O'Hair. Alors, non, c'est pas celle qui a fait le film. Non, parce que c'est pas ça. Bon, j'arrête de parler. Okay. Vas-y. Donc on commence par le commencement. Madeleine est née c'est toujours mieux. Elle est née à Pittsburgh le 13 avril 1919. Elle est baptisée et élevée dans l'église presbytérienne, dans une famille plutôt classe moyenne, mais qui allait plutôt bien jusqu'au crash boursier de 1929, donc où sa famille a tout perdu. The Great Depression. The Great Depression. Oh no. It was not good. Donc elle a un premier mari, détail insignifiant. À ses 20 ans, elle s'engage dans l'armée en tant que cryptographe pour la Seconde Guerre mondiale. Donc plutôt smart, hein. Et quand elle est stationnée en Italie, elle rencontre William J. Murray Jr. Un Italien, un nom parfaitement italien. Pourquoi je dis junior? Junior. Junior. Un officier de l'armée également. Donc ils ont une liaison, mais William, ce bon vieux Will, est marié. Elle tombe enceinte, mais William étant un fervent catholique, refuse de quitter sa femme parce que le divorce n'est pas autorisé dans sa religion. Okay. Apparemment, l'adultère, c'est cool. Mais non plus, mais bon, William, voilà, il choisit quand et comment. Hein. Et voilà, non, ça, j'ai pas vu ce passage dans la Bible. Là. Je pense que pendant les guerres, il doit y avoir un innombrable nombre d'enfants nés de soldats qui repartent. Hein. Mais bien sûr. Mais bon, là, dans ce cas-là, la femme, elle revient avec ses moins communs, peut-être. Même pas. Ah oui, on est encore là. Tu sais pas. Jumping the gun. Et du coup, donc il refuse de quitter sa femme et de l'épouser, mais elle prend quand même son nom. Enfin, en fait, Madeleine, tu vas voir, c'est une badass. Elle s'en fout. Si elle veut quelque chose, elle va y aller. Elle en a rien à faire. Okay. Donc, elle veut quand même son nom et elle devient Madeleine Murray. Elle retourne aux États-Unis, donc donne naissance à son fils, qu'elle appelle William, mais que tout le monde connaîtra en tant que Bill. Donc, son fils est littéralement Bill Murray. Oh my God, that's great. Qui deviendra un grand acteur comique. Fin de l'histoire. The end. Elle devient également athée. Parce que, est-ce que c'est le fait que William, le catho, n'a pas voulu d'elle qu'elle est devenue athée? On ne le saura jamais. Donc, elle obtient un diplôme de droit, donc après ça, toujours aussi smart, mais ne passe pas l'examen du barreau. Et est-ce que les femmes avaient le droit à cette époque? Je sais pas du tout. Je suis pas allée jusque-là dans mes recherches. Et elle emménage avec Bill Murray... Pardon. À Baltimore. C'est pire que Buttafuoco. En 1954, elle accouche d'un deuxième fils d'un ex-compagnon et qu'elle appellera John. Okay. John Murray. John Murray, ça va mieux. Un matin en 1960, elle accompagne son fils aîné, donc Bill, à l'école et elle entend les élèves réciter une prière. Les élèves réciter une prière, le Notre Père, au début des cours. Elle fait, mais c'est quoi ce délire? Elle demande à son fils, est-ce qu'on vous oblige à dire le Notre Père? Il fait, bah oui, tous les matins, quoi. Donc elle va voir les profs, elle leur dit qu'elle refuse que son fils fasse sa prière parce qu'ils ne sont pas religieux. Mais les profs disent, aucune chance que votre fils soit exempté de réciter le Notre Père du matin. Donc, certains diront que c'est dans une démarche assez radicale.
Elle poursuit l'école de Baltimore et elle amène l'affaire jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Ah ouais. Parce qu'en fait, Ah ouais, comme tu dis, elle a pas froid aux yeux. non, pas du tout, pas du tout. Et parce qu'en fait, ça parle de la séparation de l'Église et de l'État. Oui, mais bon. Donc tu vas. On parle de ça aux États-Unis, mais c'est la connerie. Quand tu vas testifier devant un juge, tu mets ta main sur la Bible pour dire. Mais tu vas voir, Ok. cette femme était donc elle est devenue l'athéisme, c'est devenu son identité et c'est le visage de l'athéisme. D'accord. Donc, elle poursuit l'école de Baltimore jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, parce qu'en fait, voilà, comme tu disais, c'est censé être la base de la construction de ce pays, la séparation de l'Église et de l'État. Bon, on sait très bien que ça n'est resté qu'une idée, que ça n'a jamais vraiment appliqué. Mais après, il faut remettre ça dans le contexte. On est en 1960. Il y a une certaine norme. Et il n'y a pas beaucoup d'athées ou il y a certainement très peu de personnes qui le disent ouvertement. Oh, bien sûr. Parce que même aujourd'hui, c'est vrai. Dans certains endroits, ça se dit pas. C'est ça. Donc en 60, tu as une norme à suivre et le christianisme ou le catholicisme en fait partie. Quoi. On ne remet pas vraiment ça en question. Donc l'athéisme est plutôt regardé de la même manière que le satanisme pourrait l'être à l'époque. Donc, t'es à l'opposé. Non, mais c'est vrai. Oui, mais les extrêmes, toujours. Bah oui, t'es à l'opposé de ce que tu dois être. Mais donc, c'est ça. Si tu n'aimes pas Dieu, tu aimes Satan. J'en ai peut-être déjà parlé, mais il me semble qu'il y a eu une étude ou un sondage qui a été fait. Alors, ça remonte, parce que dans mon souvenir, il est quand même un peu lointain. Mais on avait interrogé les Américains sur le type de personnes pour lesquelles ils font le moins confiance. Et il peut avoir tout ce que tu veux, un musulman, un noir, etc. En fait, la personne de tête de gondole qui font le moins confiance, c'est les athées. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est fou. Voilà. C'est vraiment bizarre. Ouais. Donc, pour en revenir à Madeleine, elle entre dans l'histoire, car la Cour suprême lui donne raison et bannit les prières en 1963. Ouf, elle devait pas être bienvenue dans son quartier. Badass Madeleine. Et du coup, Madeleine devient le visage de ce mouvement. En fait, il faut savoir que cette chère Madeleine n'était pas du tout dans les stéréotypes féminins de l'époque. Elle parle fort, elle est pas très fine, jolie, on va dire féminine. Elle est très intelligente, elle fait connaître ses points de vue sur la société de manière extrêmement virulente. Elle est ultra grossière. Elle boit, elle dit être une militante. Nous, hein. Elle pourrait être sur ce podcast actuellement. Elle dit être une militante féministe, donc quand même à l'époque aussi. Elle se bat pour les droits à l'avortement, etc., etc. Bref, une femme vraiment avant son époque. Quoi. Exactement, et c'est pour ça que qu'elle avait cette réputation et qu'elle n'était pas appréciée parce qu'à l'époque c'était trop quoi pour les Américains, c'était beaucoup trop. Valérie Williams, qui était une journaliste, dira d'elle: je n'ai jamais rencontré de personne plus désagréable que Madeleine Murray O'Hair. Elle était grossière à tel point que même si nous étions en train de faire une interview qu'elle nous avait demandé de faire, on a dû arrêter en plein milieu parce qu'elle jurait beaucoup trop. Moi, je l'adore déjà. Ouais. Et elle attise. Désolée, Marie. Voilà. Elle attise tellement les foules que Phil Donahue, tu sais, il y avait un talk show, il lançait son late night show à ce moment-là. Il l'a vu, il a dit, il me la faut pour mon premier épisode. Et on peut voir sur YouTube d'ailleurs le passage de Madeleine sur Phil Donahue, c'est assez génial et franchement, elle est extraordinaire. Ah ben tiens, on va le regarder après. Parce que voilà, forcément, le public est complètement contre elle dès le départ et elle les engraine parce qu'elle parle publiquement d'athéisme et elle est tellement intelligente qu'elle arrive à leur tourner un peu le cerveau, leur retourner le cerveau avec de l'humour. C'est s'imposer. Et cette interview est géniale. Franchement, je le conseille. Et en 1964, Life Magazine lui donne le titre de femme la plus détestée d'Amérique. D'accord. C'était en première page, en couverture. En fait, c'était une photo d'elle avec marqué the America's Most Hated Woman. Comment tu fais ça Incroyable. Et tu mets sur en gros, comme ça, et après, la femme, elle fait comment pour aller faire ses courses, etc. Mais elle en était super fière. Non, mais j'entends, ça s'entend. En fait, Oui. En gros, elle va chercher cette réputation. Mais bon, quand même, c'est dangereux. Et j'imagine que c'est là où l'histoire va nous mener. Peut-être. Je sais pas. Donc, plus elle est invitée sur des plateaux télé, plus elle parle librement de ses croyances et plus le public est contre elle. Et en fait, on la voit, tu vois, elle prend un malin plaisir à démonter la religion, elle rit au public qui essaie de donner du sens à la Bible, qui, c'est un livre religieux, forcément, ça fait pas tout le temps du sens, quoi. Donc, elle est vraiment, vraiment, vraiment détestée par le public. Donc, elle commence forcément à être harcelée. Elle reçoit des tonnes de menaces de mort et elle les garde toutes. Sa famille aussi. Elle dit que ses chats ont été tués.
Elle fait genre un page Pinterest inspiration. Mon tableau. Elle reçoit même du courrier avec des excréments. On lui jette des cailloux sur sa maison. Enfin bon, c'est pas très, très agréable ce qui se passe à ce moment-là pour elle, quoi. Donc, fin des années 60, elle fonde l'organisation qui existe encore aujourd'hui des athéistes américains. Le but de cette organisation est de... Ça s'appelle littéralement les athéistes américains. American Atheists. Ouais, oui. J'avoue, alcoolique anonyme. OK. Yeah, OK, Madeleine. On voit clair dans ton jeu. Maddie. On voit clair dans ton jeu. Donc, le but de cette organisation est de défendre les droits civiques des non-croyants, travailler sur la séparation de l'Église et de l'État et adresser les problèmes du premier amendement. Tu connais ton premier amendement? Thou shalt not forget the First Amendment. Non, c'est freedom of speech. C'est ça. Ouais. Le droit de liberté de parole. Voilà. Donc, elle monte le QG à Austin, où elle vit avec ses fils et se marie. Et c'est pour ça qu'elle devient Madeleine Murray O'Hare. Elle se marie avec un O'Hare. Donc, Madeleine devient célèbre. Elle a même une émission de radio athéiste. Elle a une émission de télé également qui s'appelle Forum des athées américains. Tous les dimanches matins. Tous les dimanches matins. Après, c'était quoi les émissions qu'on avait tous les dimanches en France? Je sais pas ce que vous avez en France, mais nous, on avait un avec un gars qui s'appelait Robert Schuller. Vous pouvez aller regarder sa tête. Il avait genre une église faite de cristal et même que j'avais été... Ça c'est une longue histoire. Mais tous les dimanches, il passait à la télé. Et moi, j'étais dans une famille pas particulièrement croyante en grandissant. Et moi, j'ai cru que ce mec était Dieu. Non. J'ai les cheveux courts blancs, les petites lunettes et tout. On te demandait, mais c'est qui Dieu? Mais c'est lui, là, c'est Robert. C'était pas ça. D'accord. Non, nous, c'est... Non, je sais pas ce que vous avez dit. Non, je sais plus. Bon, bref. Donc, les prochaines décennies, Madeleine va se battre pour certaines causes, comme par exemple enlever le In God We Trust des billets, des dollars. Ça n'a pas réussi. Il y est encore. Non, elle n'a pas réussi. Elle veut enlever le... Dieu, faisons voir. Voilà. Elle voulait enlever le undergrad du serment d'allégeance au drapeau. Elle se bat aussi contre l'exemption des impôts des établissements religieux, etc., etc. Ça serait bien qu'elle soit encore parmi nous. Tu l'as dit. Du coup, les athées du monde entier lui envoient de l'argent pour qu'elle puisse continuer à combattre tout ça. Et il y a beaucoup d'athées dans le monde. Donc, Madeleine, je commence à voir la tournure. Tu commences à voir... L'argent amène les problèmes. Ouais. Au max de sa popularité, il estimait qu'elle avait plus de 15 millions en donations. Ah ouais. Ben, écoute, les gourous des téléévangélistes, c'est ça aussi. C'est la même chose. Mais on a commencé à dire les extrêmes. Voilà. En fait, les extrêmes se rejoignent. Alors, moi, j'ai regardé, donc ça vient d'une émission que j'ai écoutée, mais il y a aussi un film qui retrace donc son histoire. Et dans le film, ils font une scène, enfin, apparemment, elle aurait fait des émissions de télé où elle se battait, mais pour de faux, avec un évangéliste. Et genre, elle arrachait la Bible. Télémath, quoi. Voilà. Et elle arrachait la Bible devant lui et lui disait, mais regardez, cet athée, Satan, et tout. Et en fait, il passait de ville en ville et il se faisait de la thune. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Et en tout cas, ils l'ont mis dans le film, quoi. D'accord. Alors ça, c'est assez drôle. Un des fervents supporters de Madeleine, c'est le célèbre Larry Flint, le propriétaire de pornographie, ouais. Qui est tellement fan qu'il veut même lui léguer son empire à sa mort. Il voulait lui léguer Hustler. Putain. Mais le frère de Larry Flint a dit, c'est mort si tu signes ça, tu signes pas ça, c'est moi qui récupère tout quand tu meurs, donc, et il a pas signé. Elle écrira des articles pour Hustler, du coup, et pour Playboy au cours de sa carrière. Donc, Bon, Playboy était très connu pour ses articles. Bien beaucoup sûr. de très grands écrivains ont fait des articles et beaucoup de gens, des très bons articles sont sortis. Hustler n'était pas connu pour la même chose. Non, pas connu. Voilà, c'est deux styles différents, mais... très différents. Et voilà, elle en a fait pour les deux. Donc pendant les années 70, et aussi pendant les années plus religieuses encore de l'ère Reagan dans les années 80, Madeleine va se battre pour pas mal de choses et du coup va aller au tribunal de nombreuses fois. Mais dans les années 80, malheureusement, de plus en plus de gens se tournent vers la religion, le christianisme, enfin, on ne dit pas que c'est lié, mais le mouvement d'extrême droite qui prend de l'ampleur à ce moment-là aux États-Unis. Donc, elle a moins de personnes qui sont sensibles à son discours et à son combat, quoi. Okay. Du coup, à ce moment, l'organisation des athéistes américains fait toujours du gros chiffre, en fait, ramène toujours beaucoup d'argent, mais quand même de moins en moins. Donc, ils doivent fermer quelques antennes à travers le pays. Ils ont des problèmes de taxes, des batailles juridiques, etc. Madeleine se dit qu'elle aimerait bien déménager en Nouvelle-Zélande et tout recommencer là-bas, loin des États-Unis, car elle peut même pas sortir de chez elle tellement qu'elle est harcelée. Ah ben oui, ça m'étonne pas. Même si elle habite une ville relativement libérale ou progressive, c'est T'en auras toujours, bien sûr. En août 85,
très bon ce vin. Oui, il est excellent. Il est assez complexe. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Écoute, c'est un bon travail, donc je remercie notre auditrice et nos canistes pour avoir essayé de nous mettre sur la bonne voie. Franchement, c'est très bon. En août 85, on trouve une note à la porte de leur QG à Austin. Donc sur la porte, il y a un bout de papier. Austin, Texas? Ouais. Ah oui, en plus elle était au Texas. Oui, l'idée quoi. Va autre part. Je pense qu'en fait, elle était au Texas, mais je pense que, connaissant un peu de ce qu'on lit de sa personnalité, elle voulait être là où c'était. Voilà. Elle va pas déménager à cause des Texans religieux qui vont l'agresser, quoi. Donc en août 85, il y a un mot à leur porte, en fait, qui dit que Madeleine, qui a 76 ans à ce moment-là, son fils Garth, qui a 40 ans, et la fille de son autre fils, je crois que c'est la fille de John, donc sa petite fille Robin, qui a 30 ans. En gros, ça dit, on a dû partir, parce qu'ils habitaient tous les trois ensemble. Je commence à voir des petits effets de souvenir de cette histoire. Voilà, ils habitaient tous les trois ensemble, ils étaient très très proches, et en fait, là, l'ensemble disparaît. Voilà, sa petite fille ne parlait même plus à son père, parce que ce qu'il faut savoir, tu verras à la fin. Je vais trop vite. Excellent. Super. Très bien. On a adoré. Revenons. Donc la maison. Il y a la maison, la porte, le mot. On n'est pas là, on a dû partir en urgence. D'accord. Donc, qui te retrouve ce mot? Des gens. OK. Des gens qui travaillent pour elle, quoi, pour le QG. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. À l'association donc des gens proches d'eux. Voilà. Et il s'agit de la disparition donc de Madeleine, ses deux fils et sa petite fille. Un fils, juste. Un fils, OK. Et sa petite fille. C'est ça. Donc, quand les gens rentrent dans le QG, dans leur maison, ils voient pas forcément de signes de violence, mais ils voient une sortie précipitée. En fait, il y a de la nourriture qui est à moitié mangée sur la table. T'as les médicaments de Madeleine pour son diabète qui sont encore là. Et surtout, t'as leur passeport et les 2 chiens que les gens disaient Madeleine aimait plus que les gens. On dirait quelqu'un qui aime plus les chiens que les personnes. Ouais, mais je peux pas lui jeter la pierre là-dessus. Tu vois? Pour regarder dans le miroir un peu. Oh, excusez-moi. Excusez-moi si les chiens n'ont jamais rien fait de mal. Bobby Olio. Les membres des athéistes américains, du coup, essayent de les joindre par téléphone. Forcément, personne ne décroche. Avant quelques jours où Garth répond. Alors là, ils disent Garth. Je sais pas si dans le film, ils ont changé le nom parce que ce qui s'appelait pas Garth, son fils. Donc bref, on va dire... Il y a Billy John. Voilà. Personne ne décroche. Il y a un film connu à ce sujet. C'est ça qui me commence à... Voilà. Quelques jours, donc, son fils répond, mais ne donne pas... Il dit, en gros, ne vous inquiétez pas, on va bien, mais il donne pas vraiment de précision sur leur localisation. Ils arrivent aussi à parler à Robin, donc la petite fille, mais elle est aussi vague que son oncle. Ils n'arrivent pas à en savoir plus. Et la dernière fois qu'on arrive à les contacter, c'est le 28 septembre. Robin a l'air préoccupée, mais plus personne n'a de nouvelles. Alors forcément, les gens, la police se disent laissez tomber, ils sont en Nouvelle-Zélande et avec tout l'argent des donations qu'ils ont détourné. Ou la police se dit ce qui devait arriver est en train d'arriver. Voilà. Non mais en gros, ils pensent vraiment à ce moment-là qu'ils sont partis avec des faux passeports parce qu'ils détournaient de l'argent aussi. Elle détournait un peu d'argent, Madeleine. D'accord, oui, donc ça on avait un peu appris par sous-entendu. Elle était un peu coquinette. Donc elle faisait un peu comme ses amis des églises. Oui. Voilà. Donc, son fils aîné qui avait coupé les ponts, donc je crois que c'est Bill, qui avait coupé les ponts avec sa famille parce qu'il avait le sentiment que sa mère le tenait en otage, en fait, et qu'elle lui imposait ses croyances. Ah, tu vois, parce que c'est pas une personnalité imposante du tout, cette Madeleine. Elle a l'air super facile à vivre. T'imagines venir à maman et dire, maman, en fait, je suis croyant, c'est pire que la famille la plus homophobe du monde pour Madeleine, quoi. C'est clair. Et du coup, il a même fait une apparition de télé qui a été la goutte d'eau, en fait. Parce qu'il disait que elle lui a imposé son athéisme, que lui, il n'était pas du tout là-dedans, qu'il est passé à la télé, il voulait pas forcément. Donc, Madeleine a adopté sa fille, donc sa petite fille, Robin, la fille de Bill, après ça, du coup. Okay. Donc, Bill a mis 1 an à déclarer que sa mère, son frère et sa fille sont portés disparus à la police d'Austin. Parce que vraiment, il pensait qu'ils étaient partis avec l'argent. Mais comme il n'y a aucun signe d'acte criminel, la police ne suit pas cette piste. Donc, faut remettre, je pense, dans le contexte, et comme tu le disais très justement, on est au Texas, assez religieux. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, la terre a disparu? Puis, est-ce qu'ils ont envie de mettre des moyens pour retrouver cette femme, en fait? Ils avaient envie qu'elle disparaisse. Voilà, tout le monde a détesté. C'est très bien. Une chose à... Voilà, bye. Donc, 1 an après leur disparition, le journaliste de San Antonio, Texas, John McCormick,
doit faire un article sur les 1 an de leur... Juste, tous les prénoms sont ultra américains, quoi. Bill Murray, John McCormack. Il n'y en a pas un qui soit un peu... Non. Okay. Donc, il doit faire un article sur les 1 an de leur disparition. Donc, lui-même assume qu'ils sont partis en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, mais a quand même décidé de creuser un petit peu pour son article. Donc, il parle d'anciens membres de l'organisation, et un de ces anciens membres est un homme qui s'appelle David Waters. Encore Donc, David Waters. Il insiste aux journalistes qu'ils ont pris l'argent et se sont enfuis pour éviter le fisc, en gros, et qu'il aurait des lettres qui prouvent cette théorie. Donc, il les donne à tous les journalistes qui viennent bien entendre. Je fais pas confiance à David Waters. Voilà. Passe à la télé pour parler de ça. Je fais encore moins confiance à David Waters. Et donc, parle à qui veut bien l'écouter, en gros. Voilà. John, le journaliste, publie son histoire. Donc, il n'a pas vraiment plus, mais il publie quand même. Il se fait contacter par un détective privé, Carlos Rodriguez. Non, je plaisante. C'est pas possible. Non, il se fait contacter par un détective privé qui est spécialisé dans les personnes disparues. Il s'appelle Tim Young. Tim Young. En fait, on fait toute l'équipe de Buccaneers, là. C'est l'équipe de football américain. Ils sont en Floride, les Buccaneers, ils sont pas au Texas. Ou the Cowboys. Voilà. Et lit l'article. Donc, Tim Young, le détective, lit l'article et en gros, il se dit, je veux rien savoir, je veux faire partie de cette recherche. J'y suis, quoi. Il sent quelque chose là. Il flaire. What is it called? He smells a rat. Et il sent un rat. Voilà. On l'a déjà fait, ça, non? Oui, probablement. Ouais. We're repetitive. Ouais. Voilà. En fait, on n'a qu'une seule histoire. On veut le faire en boucle, mais avec quelques petits changements chaque C'est peut-être notre cerveau qui est en boucle à force de boire tout ce vin. Two girls, one brain. Yeah. Donc, les voilà, donc le journaliste et le détective partis pour enquêter sur cette disparition mystérieuse pendant 19 mois. Donc, ils checkent les factures, les relevés téléphoniques, tout ça. Et ils arrivent à placer Madeleine, son fils et sa petite-fille dans San Antonio, le mois après avoir disparu, le mois après leur disparition. Ah. À San Antonio, ils arrivent à voir que les trois ont maximisé leur crédit card. Ils ont utilisé le maximum de crédit possible de leur carte bleue. Ils ont retiré du cash et ils voient également que $600,000 ont été retirés du compte de l'organisation par le fils. Ça, suspicious. Suspicious. Après le 28 septembre, par contre, on n'a plus de traces d'eux, plus de retrait, plus d'activité téléphonique, nada. Ce qui en soi alimente la théorie qu'ils ont tout pris, enfin tout ce qu'ils pouvaient, et se sont enfuis. Mais McCormack et Young... Les gens qui détournaient déjà des fonds ne laissent pas plein de fonds dans les comptes. Ça serait bizarre. Et partent en se disant, bon, c'est pas grave, ça je laisse. $600,000 avec $600,000, il laisse le reste, impossible. Non, ouais. Donc, McCormack et Young, they don't believe it, ils y croient pas. Ils disent qu'il y a anguille sous roche, parce que, voilà, ils disaient exactement comme ce que tu viens de dire. Donc, puis plus de pistes, rien, jusqu'en 98, où McCormack, le journaliste, reçoit un coup de fil d'un homme qui dit qu'il a lu son article et il parle de son frère qui est un homme de main, en fait. Un homme de main? Un homme de main, c'est un mec que tu engages pour tuer des gens. Un tueur à gage? Pas un tueur à gage, mais genre pour kidnapper, genre... ton bras droit, mais... Ouais, ça. non, homme de main. Pas un bras droit. Homme de main? Oui, homme de main. Ok, ou homme de demain, genre pas today, mais demain. Un homme tomorrow. Donc, no, it's a man of hand. Voilà. En anglais est nul à chier. Man of hand. Donc, je suis perdue. Voilà. Donc, c'est voilà, le mec lit le journal, l'article, et il dit, je dois parler de mon frère qui s'appelle Danny Fry, qui a disparu à peu près à la même période où la famille a disparu. Tout ce qu'il sait, c'est que son frère était à San Antonio en septembre 85 et qu'il devait faire un job avec un certain David Waters. I told you that David was bad. Il savait aussi que son frère avait fait de la prison avec ce David Waters. Donc là, McCormack se dit, coïncidence? Je ne crois pas. Donc David Waters, c'est qui? Il avait été embauché par Madeleine en 1983 par l'organisation. Dans le film, ils disent qu'il lui a dit qu'il avait fait de la prison. Après, c'était pas trop étonnant qu'elle soit au courant parce qu'elle était assez vocale. Choquant, elle était vocale. Sur les secondes chances, en fait. Ben oui, donc ça ressemble au personnage. Voilà, donc elle devait s'en foutre un petit peu que David ait fait de la prison. Pour elle, c'est tu veux te racheter, je te donne cette opportunité, quoi. Okay. Donc David faisait du bon boulot, il a même été promu office manager.
Tout se passait très bien jusqu'à ce que Madeleine se rende compte que David avait volé $40 000 à l'organisation. C'est beaucoup, hein, cette époque. C'est pas mal. C'est vraiment énorme. Donc, ils le poursuivent, mais il a juste une peine de probation, en gros, pour rembourser ce qu'il a volé, donc chose qu'il ne fait pas, je crois, en plus. Donc, Madeleine, elle a les boules, donc qu'est-ce qu'elle fait? Et là, c'est Madeleine, au lieu de juste le virer, elle doit faire un truc débile. Voilà, merci. Alors, en fait, dans leur association, dans les athéistes américains, ils ont une newsletter de l'organisation. Oh my God. Dans la newsletter de juillet 85, elle expose le passé criminel de David. Elle dit absolument tout ce pourquoi il avait été en prison et pourquoi David a été en prison. À 17 ans, il tue un homme en le frappant avec un poteau. Et quand il Un poteau? Ouais, genre un truc de fence, là, genre un... Ah oui, donc genre une barre. Moi, je vois un poteau, je vois le truc qui tient les lumières, les phares, quoi. Non, plutôt un petit poteau. Oui, d'accord. Qui tient like a big une barrière. Voilà, comme un gros stick, voilà. Ok. Donc, quand même, c'est violent. C'est très violent, parce qu'il faut, je pense, taper plusieurs fois sur la tête pour que la personne meure, quoi. Je pense. Ça dépend du poteau. Ça dépend de la tête. Et alors, c'est là où ça va être moins drôle, je préviens quand même. Donc, quand il est relâché de prison, il a brutalisé sa mère, il l'a battue très violemment et il lui a uriné sur le visage. Oh, God. Enfin, on ne va peut-être pas rentrer dans l'enfance de David, mais à mon avis, elle était complexe. Je rentre pas mais dans il faut le faire. C'est très... L'image est extrêmement violente. L'image est extrêmement... Et le ressenti est extrêmement violent. Enfin, Donc, ça donne un peu une image de ce qui se passe dans la tête de David. Ah oui, donc David, deuxième chance, pas trop. Faudrait pas trop. Et du coup, tout ça, Madeleine, cette badass là, elle le met dans la newsletter. Juste à côté. Ah oui, elle était au courant, elle a quand même embauché? Ouais. Alors, elle avait tous les détails, tu crois? Non, je pense qu'elle l'a su après. Ah oui, parce que là, c'est... Non, je pense qu'elle l'a recherché après. Moi aussi, je suis pour la réforme des prisonniers, etc. Mais tu me dis qu'il a tabassé sa mère et il lui a pissé dessus. Je vais peut-être pas vouloir travailler dans le bureau d'à côté, quoi. Non, je lui dis, j'ai votre numéro, je vous rappelle s'il y a une opportunité. Il y a une ligne quand même, quoi. on doit avoir une limite. On cherche pas forcément, hein. On est plein. Et tout ça, elle le met genre juste à côté de l'horoscope, quoi. D'accord. Parce qu'elle croit pas dans Dieu, mais elle croit qu'elle est Sagittaire, quoi. C'est clair. Donc, si on refait la chronologie... Madeleine, pleine de contradictions. J'adore cette femme. Donc, si on refait la chronologie, la newsletter sort en juillet, ils disparaissent en août. Ouais, ça tient la route. Coïncidence, Donc, McCormick et Young, journalistes et détectives, ça ferait une tellement bonne série, ça. Ah oui, j'ai pensé à tout à l'heure. Journaliste et détective. Journaliste et détective. Il y a 3 T à détective. Ouais, apparemment, quand on détective sont sur une belle piste. Excusez-moi, c'est pas facile. Donc, ils sortent le relevé téléphonique du frère Danny Fry et de David Waters, et ils arrivent à tout faire concorder, en fait, et ils trouvent un troisième complice qui s'appelle Gary Carr. Seriously, c'est incroyable quand même ces prénoms. Gary Carr. Non. C'est super. Mais j'adore, ça rend l'histoire encore meilleure. Qui avait fait aussi de la prison avec David. Et lui était un violeur en série et kidnappeur. Un mec sympa. C'est un super groupe, ces trois-là. Les meilleurs potes, c'est les Hardy Boys, version trash. Un petit trio sympathique. Ouais. Donc, on voit bien qu'ils sont à San Antonio pendant la période cruciale de l'enlèvement. Du coup, McCormack et Young se disent, c'est bon, on amène tout ça à la police d'Austin, quoi. En gros, tu les imagines, on a toutes ces preuves assez accablantes, messieurs les policiers, et les policiers se disent, on s'en branle, on s'en fout. Je m'y attendais. Elle était pas sexy, elle jouait comme un camion, whatever. Donc, on s'en fout. Putain. Ils disent, mais en gros, ils disent, pas de corps, pas d'enquête. Ouais. Et oui, mais bon. C'est souvent ce qu'ils disent, il y a nobody, no crimes. Yeah, but this is also the Texas. Ils ont même un nom, les policiers du Texas. C'est ceux avec le chapeau, là, le chapeau blanc. Oui, c'est ça. C'est les Texas Rangers. C'est ça. En fait, c'est un old boys club. Oui, c'est particulier. Un club de vieux mecs. Et franchement, soyons clairs, une femme comme Madeleine, ils vont pas, s'ils peuvent, ils vont essayer d'éviter à tout prix de faire quoi que ce soit. Exactement. Donc, pas grand-chose à faire, donc du coup. Hein. Puis McCormack, par l'opération du Saint-Esprit, ce qui est assez ironique dans l'histoire de Madeleine, voit un article dans le... C'est une expression. Exactement. C'est pas Dieu, hein. Dieu, il est dans l'émission de Sarah des années 90. Voit un article dans un journal de Dallas, comme quoi 3 ans plus tôt, en 85,
un corps sans tête ni main avait été trouvé dans la rivière Trinity. Il contacte la police de Dallas et leur dit « Je crois savoir qui c'est. » Et avec des tests ADN, en 89, on a la confirmation que c'est le corps de Danny Fry, le frère de la personne qui avait appelé. Non, c'est le frère de la personne qui avait appelé le journaliste. Ah, ok. Il dit « Mon frère était un homme de main. » Tu te souviens? Ah oui, c'est ça. L'homme de demain. Donc c'est pas David Waters, son frère? Non, Danny Fry travaillait avec David Waters. Ah, Danny Fry avait fait de la prison avec David Waters. En fait, c'est 3 mecs. T'as Danny Fry, David Waters et Gary Craig. Gary Kerr. Donc, excuse-moi. j'y suis où? Là, je suis là. Donc, c'est Danny Fry, le frère de la personne qui avait appelé, le complice de David. Donc, McCormack écrit un article là-dessus. Et cet article attire un peu plus l'attention que les premiers sur cette affaire. Ah bah tout de suite, quand t'as une tête sans corps ni main... C'est sexy. Sans tête, pardon. Sans corps ni main. C'est sexy. C'est très sexy. Donc, il a même le FBI qui commence à se pencher dessus, genre, oh, ça c'est le BG, c'est pour nous, ça. Donc, 7 semaines après la publication de l'article, donc là, on est au 24 mars 1989, des agents de l'IRS, du FBI et la police de Dallas font un raid chez les 2 autres complices, donc David Waters et Gary Carr. Okay. Et ils voient que l'appartement de Waters est dégueulasse et ils disent « Attends, c'est pas possible, s'il a volé $600,000, ça peut pas être dans cet état-là. » Ils trouvent aussi 119 munitions pour armes à feu et ça, c'est une violation de liberté conditionnelle, en fait. Ah, parce qu'il était toujours en liberté conditionnelle pour avoir volé l'argent. Tout à fait, ouais. Donc, ils sont arrêtés, car Carr avait aussi enfreint sa liberté conditionnelle d'une manière ou d'une autre, j'en sais pas plus. Donc là, Waters prend 8 ans pour détention d'armes à feu et 60 pour violation de liberté conditionnelle, ce que je trouve assez énorme. Bah oui. Mais comme quoi, à chaque fois qu'on raconte des histoires, on ne comprend pas les peines, quoi. C'est plouf, tu auras... Tu sodomises un enfant, t'as 6 mois, mais par contre, tu arnaques l'IRS et tu payes pas tes impôts. 6 ans. Tu vois, enfin, c'est... En fait, ils ont le temps sur un tableau de fléchettes, là. Et il lance la fléchette sur le truc. Apparemment, il y a un règle ou il y a un truc, hein, mais bon, incompréhensible à mon sens. Ouais, là, alors, Waters sait qu'il va être en prison pour le reste de sa vie, donc parce qu'il a une petite cinquantaine. Donc, il décide de coopérer pour aller... En fait, il va aller en prison fédérale. Oui, d'accord. Plutôt que d'aller en prison d'État. Oui, là, sa télé privée. Voilà. La bouffe est un peu meilleure. Là, tu peux jouer au tennis. Non, je pense pas non plus qu'ils ont le tennis. Hein. Donc, en 2001, il décide de tout avouer sur cette affaire et le kidnapping et le meurtre de Madeleine, son fils et sa petite fille. Donc, en août 85, il dit que les 3 copains se sont armés et ont surpris Madeleine Garth, ou John, je sais pas, et Robin au QG des athéistes. Ils les ont kidnappés et emmenés dans un motel de San Antonio et ont exigé la totalité du contenu des comptes bancaires de l'organisation parce que David savait qu'il y avait beaucoup de sous. Beaucoup d'argent. C'était des office managers. Hein. Voilà. Mais l'argent était en Nouvelle-Zélande. Ah, c'est pas très très bien ça, Madeleine. Et comme c'est en Nouvelle-Zélande, forcément, ça va prendre du temps avant d'être rapatrié aux États-Unis. Ça va prendre 30 jours. Donc en fait, là, t'imagines, ils sont 30 jours, ils sont dans ce motel, tous ensemble, jour et nuit. Mais enfin, juste, je parle à l'image parce que pour moi, là où je comprends pas trop, alors je savais qu'il y avait une histoire de kidnapping parce que le film, ça me fait des rappels. Mais un motel, je l'explique, c'est soit sur un niveau plein pied soit ou 2, avec des chambres côte à côte. Et en général, un motel, ça suppose pas de grand luxe. Non. Et t'entends tout dans les chambres d'à côté. Donc, comment a-t-il pu garder autant de personnes pendant 30 jours? Tu me poses beaucoup trop de questions. Excuse-moi. Ils me disent motel. Ok, bon, écoute, ça devait être la motel le plus glauque du monde pour entendre des bruits et que les voisins n'en disent rien. Oh, mais ça existe aussi. Bah oui, clairement. Oui. Donc voilà, ils sont tous restés ensemble. Et même, en fait, ils disaient, ils ont passé un petit moment entre eux. Ils ont même joué aux cartes, ils ont regardé la télé, ils ont joué à des jeux. Bah, au bout de 30 jours, moi aussi, je vais jouer aux cartes. Quoi. Il y a quoi sur Netflix? Donc ils ont commandé à manger. Ils deviennent même, enfin, tu vois, presque un peu proches, tu vois. Certains, par exemple, celui qui est mort, là. Le syndrome de Stockholm. Ouais, complet. Et le Fry, là, qui est retrouvé sans tête, etc. Oui, moins les amis. Il était un peu plus gentil, voilà, mais les filles... Il a triché au poker ou quoi? Je sais pas. Okay. Enfin non, je sais, on va voir. En tout cas, il commence à se faire un peu plus confiance. Donc l'argent arrive dans une banque dans le New Jersey. Donc le fils prend l'avion avec David Waters. Et tu vois que là, le fils, il a tellement confiance et il croit tellement que David et ses complices ne vont pas les tuer qu'il n'alerte personne à la banque. Tu vois, il fait même pas un signe en clignant des yeux en morse code.
Et pour lui, ils veulent l'argent, on va leur donner l'argent et on sera libérés. Ok. Donc, en soi, peut-être qu'à la base, c'était le plan. Donc, quand ils reviennent de la banque, en fait, ils apprennent que Carr, qui était le violeur en série, donc a violé et tué Robin. Ah. Et en fait, dans le film, elle avait 30 ans, Ouais. c'est ça? Et dans le film, il montre en fait qu'il a une pulsion parce que ça fait 30 jours qu'il est avec Il est cette fou. nana sous ses Et yeux. ils l'ont laissé seul. Et ils avec. l'ont laissé seul avec et il l'étrangle en fait. Donc, le fils de Là, tout Madeleine... part en couille. Et là, tout part en couille. Le fils et Madeleine ne savent pas encore. Donc, ils récupèrent les 600 000 $ pour les gars, les changent en pièces d'or pour que ce soit pas traçable, en fait. Et ils font tout ce qu'il faut. Et une fois qu'ils ont l'argent, les 3 complices attaquent le fils dans son sommeil. Quand, en fait, je pense... Dans le film, ils montrent que c'est quand ils se rendent compte qu'ils ont tué Robin. Mais oui, parce qu'ils ne peuvent plus les laisser partir. Ben non. Parce qu'ils en volent des voleurs. Parce Oui. qu'en soi, ils savent que Madeleine, C'est ça. elle aussi... Elle vole un peu, donc elle peut rien dire. Donc, ils peuvent lui voler l'argent, ils vont le laisser partir. Et puis, Elle peut rien dire. Mais maintenant, Il y a un meurtre. Robin est morte. C'est une autre Ça histoire. change la mise. C'est une autre Ouais. histoire et ça change tout le scénario, en fait. Fucking Gary. I know. Donc, les 3 complices attaquent le fils dans son sommeil. Ils mettent une ceinture en cuir autour de son cou. Donc, en plus, quand tu vois le fils, c'était un grand bonhomme. Hein. Il était costaud. Bill, which one? Le fils, Garth. Garth or Bill. Donc, il était costaud, Mais mais les glaçons, je m'excuse par avance. donc il se débat contre 3 hommes, mais en fait, ils finissent par les mettre un sac en plastique autour de la tête et l'asphyxie. Ah ouais, très violent. Très long en plus. Enfin, je le dis à chaque fois, mais asphyxier un... Oui, ça doit être long, ouais. ça doit être long quand Ouais, même. t'as raison. Donc, il tue Madeleine de la même manière. Il transporte les corps dans un hangar à Austin, les découpe avec une scie manuelle et met les parties... Manuel. Bah, pas un truc... Ouais, il faut Électrique. dire ça des tueurs, ils sont patients. Parce que les os, quoi... Non, mais entre l'asphyxiation ciselée Tout est long, manuellement, quoi. etc., là, c'est long. ça a dû être... Enfin, franchement, c'est des gars qui ont Puis c'est long et c'est... des psychopathes, parce que tout ça, c'est gore. C'est gore. Tu scies quelqu'un, enfin, c'est... Ok. Enfin, bon, bref. Donc, ils scient des parties du corps, ils les mettent dans des tonneaux en plastique et ils conduisent pour enterrer les corps dans un endroit déserté un peu plus loin. Donc, après avoir fait ça, Waters et Carr tirent dans la tête de Fry, découpent sa tête et ses mains avec la même scie. Oui, parce qu'il a violé la fille, donc il... Non, en fait, Carr, c'est le violeur. Ah, pardon, je suis perdue un peu. Ouais, en fait, il tire dans le film, il montre parce que Fry était le plus sensible, le plus gentil. En Ah, gros. il pensait qu'il allait les Il avait- dévoiler. Voilà. Ok. Donc, il découpe sa tête et ses mains, je pense pour pas qu'il soit identifié, tout simplement. Et il le balance dans le trou avec Madeleine et sa famille. De là, David Waters et Gary Carr, le violeur, donc, font les reines du shopping, en gros, quoi. Ils dépensent 80 000 $ et ils mettent le reste de l'argent dans une valise, dans un casier fermé avec un cadenas dans une gare. D'accord. Donc ça, on en avait déjà parlé. Voilà, souvent les mobsters, la mafia faisait Mais ça. pas dans une gare. Mais t'avais des casiers, tu sais, dans les gares. Oui, mais bon, dans les gares, la SNCF, elle a les clés aussi, hein. C'est pas hyper sécurisé. Ouais, mais à l'époque, aux États-Unis, en tout cas, t'avais Non. un truc. Mais That's a safe deposit box. Ben, C'est à la banque. Ah ben là, ils disent pas de banque. Écoute, Je sais pas. ok, bon. Encore une fois, je suis une professionnelle du podcast et de la Moi recherche. aussi, académicienne. Voilà, donc excusez-moi, true crime. mes recherches sont impeccables, je ne vois pas de quoi vous parlez. J'adore, c'est super. Merci. T'as vachement bien travaillé, hein. Je tiens à le Mais j'ai signaler. beaucoup travaillé pour celui-là en plus. En plus. Et là, tu vas adorer parce que c'est le karma. 3 ados locaux, en fait, sont sur un délire de braquer et de casser des casiers. Donc, voilà. Et ils trouvent le magot, volent la totalité de l'argent qui est resté dans la valise. Donc, clairement, c'est pas la banque. Et donc, oui, voilà. mais comme les cons, ils ont dû mettre ça à la gare. Il y a des casiers. Voilà. C'est pas sécurisé du tout. C'est ça. Donc, Mais comme quoi. autant Madeleine, tu vois, qui croyait pas à Ils ont Dieu, fait tout ça, du coup. pour se faire voler l'argent. Oh my God. Donc, c'est... Enfin, Mais tu vois, bon. elle croyait pas en Dieu, mais un gros sens de l'humour que de là-haut, quoi. Ouais, il y a le karma, comme tu dis, où il y a un bon sens de l'humour, ou comme toi, avec tes cailloux dans tes chaussures. Voilà, c'est l'univers qui essaie de me parler, quoi. Et là, moi, j'imagine trop David Waters qui essaie de revenir à son casier et qui voit ça, genre... Ah ouais, ça doit Il a piquer. pleuré, quoi. Ah ouais, un peu. Donc, David Waters amène la police à l'endroit où ils ont enterré les corps et on trouve donc effectivement 3 squelettes démembrés et un crâne supplémentaire avec des mains.
Donc on arrive à identifier Madeleine parce qu'elle s'était fait remplacer sa hanche. Tu sais, elle avait une hanche artificielle avec un numéro de série. Gary Carr reçoit 2 sentences à vie sans possibilité de liberté conditionnelle pour tous les crimes, mais pas pour le meurtre. Et c'est là où, en fait, personne n'est condamné pour les meurtres. J'ai besoin de comprendre. Moi aussi. Ils sont condamnés pour quoi? Pour le kidnapping, voilà. Séquestration, tout ce que tu veux. Peut-être. Voilà, viol. Mais personne n'est condamné pour les meurtres. Et là, j'ai fait des recherches. Peut-être qu'entre les deux, ou entre ceux qu'ils ont tués, ils ont tous dit, ils ont pointé le doigt l'un vers l'autre, ils ne peuvent pas dire qui a tué, en fait. Et qu'il n'y avait aucune preuve tangible pour pouvoir les condamner. Peut-être qu'il y avait assistance de meurtre, ça doit être en tout cas, dans le aid and abetting. Voilà. Dans l'affaire de Madeleine, personne n'a été condamné pour ces meurtres-là. Alors, tu vois, encore une fois, on parle des peines, donc tu me dis 200 ans, sans meurtre. Non, j'ai 2 sentences à vie, quoi. Oui, 2 sentences à vie. Oui. J'ai compris 200 ans de vie. Comment c'est qu'il n'a pas vachement longue. Il voit ça tout le temps. Il a pris 400 ans, genre, ça sera pour lui et son petit-fils aussi. Fuck you. Mais écoutez, je sais qu'il mange bio, il mange local. Il va pas dans les prisons, hein, putain. Voilà, il va vivre très longtemps, il fait du sport et tout. En parlant de ça, d'ailleurs, on devrait faire un épisode à parler des derniers repas parce que ça, c'est assez intéressant. Je sais que ça, c'est un truc quand j'étais gamine. J'étais fascinée par ça. Mais moi aussi. Parce que pour moi, ça montre vraiment ce que la personne a dans la tête. Bon, alors parfois, il y en avait qui en jouaient. Il y en a qui sont tout simples, je veux un verre d'eau. Genre, ok, madame. Mais après, tu sens qu'il y en avait qui en jouaient. Genre, je veux que ma légende dise que j'ai commandé un truc trop bizarre. Enfin. Mais bon, bref, mais c'est très intéressant, je suis d'accord. Okay. Donc, voilà, personne n'est condamné pour les meurtres. Donc, David Waters meurt le 27 janvier 2003 d'un cancer du poumon en prison fédérale. Donc, il a eu ce qu'il a voulu. Il a eu ce qu'il a voulu, il a donné ce que les policiers ont demandé. Et ce qui est ironique, c'est que quand ils sont jugés au tribunal, la partie où tu dois jurer sur la Bible ou le In God We Trust ne sont pas inclus grâce au combat de Madeleine. Ça existe encore, donc mais juste pas fait pour ce procès. C'est franchement, pour le Texas, je félicite. C'est pas mal. Je trouve ça fantastique. Donc, les corps de Madeleine, son fils et sa petite-fille sont enterrés dans une tombe qui ne porte pas leur nom pour éviter d'être vandalisés. Oui, ok. Et Bill, l'aîné des fils, respecte le souhait de sa mère parce qu'elle avait parlé je crois que c'est sur l'interview d'ailleurs de Donahue, là. Phil Donahue. Qui dit qu'elle ne voulait pas de prière à son service funéraire ou sur sa tombe, et son fils a respecté la volonté de sa mère. Même si maintenant, Bill Murray a fondé la Coalition de la liberté religieuse, qui est le plus gros groupe et le groupe de lobby chrétien le plus puissant du pays. Il doit s'en mettre dans les poches, Bill Murray. Et il se bat actuellement pour réintégrer la prière obligatoire à l'école. Ah ouais. Et c'est devenu un des plus gros groupes. Non, mais en fait, il a appris à gagner de l'argent comme avec elle. Non, il est devenu ultra chrétien. Non, mais il a appris à comment gagner de l'argent avec sa mère. Et là, sérieux, c'est un arnaqueur. Mais il est devenu... C'est ça qu'il a appris. Il a dû se retourner contre sa mère en voyant que c'est une arnaqueuse. Mais en fait, tu fais plus d'argent avec la religion que contre. Ça, c'est sûr. Donc, il n'est pas con, ce je sais pas. Je pense qu'il y a de ça. Moi, avoir été très investi dans cette histoire, avoir tout appris là depuis 1 heure, moi, je pense que c'est ça. Moi, d'avoir vu... I'm pretty sure. de mon expérience de cette histoire. J'ai vu un film dont j'ai un vague souvenir et j'ai eu cette histoire et maintenant, mon opinion est très fondée. Mais après... C'est la fin de l'histoire ou j'ai juste interrompu? Non, c'est la fin de l'histoire. Elle était excellente. Voilà. Pardon. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que Madeleine était une femme quand même assez particulière. C'est une sacrée personnalité. Son histoire vaut être racontée. Voilà, je pense que c'est important d'en parler parce qu'elle a été tellement instrumentale, on va dire, dans beaucoup de choses aux États-Unis sur la façon de penser, surtout à cette époque-là où c'était pas du tout la norme, on va dire. Et qu'elle a eu les couilles de le faire, en fait. Oui, et puis pas que. Je pense que quand on réitère ou quand on repart, donc dans ce cas-là, parce que parfois je suis dérangée un peu personnellement de parler de meurtre, c'est pas mon kiff extrême, mais je le fais par amour pour Charlotte. Mais raconter ce genre d'histoire aussi fait un petit rappel aussi à l'histoire, à cette femme, à ce combat. On marque aussi le point pour ce qui se passe aujourd'hui, voir s'il y a une évolution. Et parler de son meurtre, en fait, peut-être un petit côté du bien, c'est-à-dire pour un reminder
Et quand tu vois ce qui se passe Son aujourd'hui, combat est encore en cours. ah bah complètement. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il y a Regarde le Taliban là, qui vient de revenir, les filles Ouais. n'ont plus d'école. non plus d'école. T'as Trump qui se sert des gens qui sont ultra cathos, etc. pour monter en puissance parce qu'il sait très bien qu'il va leur parler, il va réussir à les manipuler. Ça fait arriver partout. Ça peut arriver partout. Je pense que ça peut arriver en France. C'est très facile. C'est très facile d'engrainer. Putain, si Marine, elle se met avec les cathos. Ah mais elle détruit tout. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup de cathos en France, mais si elle se met genre. Quand même un peu. Hein. Non, mais mettons. Tu sais, je sais pas. Je fais une parenthèse. J'ai vu un truc sur Instagram. Apparemment, il y a une espèce de site de rencontre entre gens de l'extrême droite. Mais là, Mais très bien, laissons-le rouler. ne me touche pas avec. Je suis mariée depuis plus longtemps que Tinder ou autre existe. Et j'en suis fortement heureuse parce que ça a l'air horrible. Mais j'ai pas envie de tomber sur un mec de l'extrême droite là-dessus. Donc, je trouve ça plutôt bien, tu vois. Alors, je pense que avant de te marier avec un mec de l'extrême droite, vous aurez parlé de 2-3 sujets importants. Mais j'ai même pas envie de le rencontrer. J'ai même pas envie de dire hello. C'est vrai. Mais après, je pense que si les gens de l'extrême droite se mettent sur Tinder, on va dire avec tous les gens normaux, hein, ils mettent un truc dans leur bio, c'est obligé pour un peu attirer les gens comme eux, quoi. Ouais, enfin, peut-être. Mais là, je vais peut-être le partager sur l'Instagram parce que en fait, c'est un couple qui a lancé ce truc et qui s'appelle Droite au cœur. Genre droite Oui, j'ai au cœur, compris. voilà. Et c'est Straight to my heart. Yeah, straight to the right. Et Le cœur, il est à gauche, hein, je tiens à signaler. ouais, déjà. Et Gros con. je pense que tu as résumé. Oui, ouais, c'était ça la fin. C'était ça la fin. Ok. Mais on dit toujours un autre truc. Et on a changé. Parce qu'on a dit qu'il faut dire follow. Ah oui, parce qu'apparemment, c'est pas, on like pas On like pas ou subscribe pas au truc où vous nous écoutez. les podcasts sur les Spotify, Apple Podcasts, tout ça. Deezer. Apparemment, faut dire follow ou suivre. Ouais, et nous, on veut des followers. Oui, parce que en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui nous écoutent. On le voit, mais on ne... Ouais. Je sais pas. Il y a un truc qui se fait avec ça. Voilà, mais du coup, c'est chouette. Donc, si vous pouvez nous follow ou nous suivre ou en parler autour de vous. Et on va envoyer un message à Charlotte sur Insta si vous avez des trucs à dire ou des vins à recommander. Ah oui, envoyez-nous vos recommandations de vin. Moi, Ouais. j'aime découvrir. En fait, Là, le vin de l'Irak, donc il n'est pas là. Karen, merde. Non. Si près. So close. Each time, man. I know. Enfin bref, c'était un régal, on a découvert. Et sinon, il y a toujours des meurtres-du-vin@gmail.com. Et sur ce, Bye. ciao, ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.